Dans la notion du temps, il y a un avant, il y a un après. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce moment, précisément. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde ne pourra se rattraper. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le réaliser. Beaucoup de gens ne profitent pas assez du présent car ils pensent toujours soit au passé, soit au futur. Vous comprendrez plus tard pourquoi une telle introduction. En attendant, installez-vous confortablement et profitez de chaque moment de cette vidéo car aujourd'hui, on va vous expliquer comment un fils de paysan breton est devenu un des horlogers indépendants les plus respectés du milieu. Ludovic Ballouard est né en Bretagne en 1971 d'un père breton et d'une mère hollandaise. D'après ses dires, son environnement le poussait à devenir soit pêcheur, soit agriculteur, mais certainement pas horloger. Se rendant assez rapidement compte que l'école traditionnelle ne lui convenait pas, il sort du parcours d'études classiques à 14 ans et s'oriente vers un BEP en sténodactylographie ou l'art d'écrire aussi vite que la parole. Passionné de travail minutieux et de petites mécaniques depuis sa plus tendre enfance, passion découverte entre autres grâce à son hobby qu'est l'aéromodélisme, il se met en tête de devenir prothésiste dentaire à l'âge de 16 ans. Formation qui lui est refusée car son BEP ne suffit pas à se lancer dans cette filière. Sur les conseils d'un conseiller d'orientation, il découvre alors le métier d'horloger pour lequel il se passionne d'emblée. Il va alors tenter de rejoindre l'école d'horlogerie de Rennes, mais ne fait malheureusement pas partie des 13 élèves retenus sur plus de 200 demandes, en raison encore une fois de son parcours et de ses résultats académiques comme il l'explique dans une interview sur le site Tourbillon Watch. Cependant, il ne renonce pas et revient à l'école d'horlogerie une semaine après ce refus avec une maquette de bateau qu'il a réalisée. Il entre alors dans l'une des classes et présente cette maquette à un professeur pour lui prouver que le travail manuel et minutieux ne lui fait pas peur en insistant sur le fait que cette formation lui permettrait de réaliser son rêve et qu'il ne veut rien faire d'autre de sa vie. Une décision courageuse qui porta ses fruits puisque l'école fit une exception et accepta Ludovic Ballouard dans la formation d'horloger qui durera 4 ans. À sa sortie de l'école, il accepte un premier job en tant qu'horloger chez Lemania au Sentier en Suisse. Il y passe 6 mois mais la neige et les températures négatives ont raison de sa persévérance et le poussent à rentrer en Bretagne. Il est alors contraint de changer de métier, la région n'étant malheureusement pas reconnue pour ses activités horlogères. Après avoir travaillé dans l'aéronautique pendant quelques années, il décide de reprendre contact avec l'horlogerie et envoie une candidature spontanée à la maison Franck Muller, la marque indépendante fondée à Genève en 1991. Pourquoi Franck Muller ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la marque la plus chère que Ludovic trouve dans un magazine consacré à l'horlogerie qu'il feuilletait alors avec un copain. Encore un geste courageux et audacieux qui s'avère être le bon puisque la manufacture le contacte 48 heures plus tard et lui demande de venir à Genève le plus vite possible. Monsieur Ballouard passa 3 ans en tant qu'horloger au service après-vente de chez Franck Muller au bord du lac Léman. Suite à cette expérience qui semble avoir déçu, il a l'opportunité d'entrer en tant qu'horloger dans la maison FP Journe créée en 1999 par François-Paul Journe. Il peut alors s'épanouir dans un poste d'horloger qui lui convient bien mieux que son expérience précédente et totalisera 7 ans de collaboration avec cette maison d'exception. Il en parle d'ailleurs aujourd'hui en disant que sa plus belle rencontre dans les horlogers contemporains reste celle avec François-Paul Journe qui lui a tout apporté au niveau de l'expérience. Pendant les dernières années de collaboration avec cette maison, Monsieur Ballouard était en charge d'assembler l'incroyable sonnerie souveraine, un type de pièce à grande complication qui est d'habitude réservé aux horlogers très expérimentés. Nous arrivons maintenant dans le sein des saints de l'horlogerie. Ici est l'atelier où l'on assemble la grande sonnerie. La grande sonnerie est la montre la plus compliquée, la plus extrême de l'horlogerie. Les horlogers qui travaillent ici ont 25 ans de métier et ils mettent environ 3 mois pour assembler une montre. Ludovic Ballouard rappelle d'ailleurs dans les interviews que le jour où Monsieur Journe lui a proposé de travailler sur les grandes sonneries reste le plus beau jour de sa carrière d'horloger. Mais même avec des grandes sonneries aussi belles soient-elles, après plus de 3 ans de travail, Ludovic Ballouard veut changer un peu de tâche et va donc décider de quitter FP Journe pour se lancer en tant qu'indépendant. Avant son départ, François-Paul Journe lui offrira une caisse à outils contenant tous les outils qu'il avait à sa disposition lorsqu'il a lancé sa propre marque en 1999. Une transmission symbolique et concrète envoyant un message fort qui semble avoir touché Monsieur Ballouard. Cela a certainement dû le conforter dans son idée de réaliser son rêve, si bien qu'en 2009, il lance sa propre marque de garde-temps qui porte son nom.
C'est une montre en platine 950 de 41 mm de diamètre à heure sautante appelée Upside Down qui se traduit à l'envers, qui fut la première à porter le nom de Ludovic Ballouard. Sur le cadran de cette dernière, toutes les heures inscrites en chiffres arabes sont à l'envers, sauf celle qui indique l'heure qui est, elle, à l'endroit. On retrouve une aiguille centrale qui indique les minutes qui passent, ainsi qu'un sous-cadran petites secondes à 6 heures. L'heure est donc indiquée par le seul chiffre à l'endroit, aux côtés desquels un point noir ou de couleur selon les références est également visible pour faciliter la lecture. C'est une base de calibre ETA PCE 7001, un mouvement à remontage manuel que l'on retrouve sur des Omega de ville, des Junghans et autres Blancpain que Monsieur Ballouard transforma entièrement pour créer son calibre maison B01 qui entraîne sa complication unique. À travers le fond de boîte en verre saphir, on peut d'ailleurs observer le magnifique spectacle de cette complication en action puisque l'horloger a décidé de la placer sous le mouvement et non pas sous le cadran. Il a donc fallu faire traverser tout le mouvement aux 12 pignons verticaux utilisés pour l'affichage des heures. Cette construction de mouvement a également forcé Monsieur Ballouard à placer la couronne en platine elle aussi entre 2 heures et 3 heures pour que sa tige puisse passer entre les deux croix de Malte derrière chaque chiffre des heures. De nombreuses variantes utilisant d'autres matériaux, d'autres couleurs et d'autres détails sur les inscriptions ont vu le jour au fil des années sur cette montre qui a fait un tabac auprès de très grands collectionneurs internationaux. Ludovic Ballouard a même eu la surprise de recevoir une commande personnelle de l'ancien roi d'Espagne pour ce garde-temps. Détail agréable, le porteur de la montre va sentir le changement d'heure à son poignet comme c'est souvent le cas avec les montres à heure sautante. Il est donc possible de savoir que l'heure vient de se terminer sans avoir à regarder son garde-temps. À travers ces pièces, Ludovic Ballouard semble vouloir partager avec nous bien plus qu'un outil qui indique l'heure. Il nous transmet presque une philosophie de vie. Il l'explique d'ailleurs lui-même sur son site officiel et on a également pu en discuter avec lui. Cette première montre estampillée Ludovic Ballouard annonçait déjà cette volonté de se concentrer sur l'instant présent et de porter beaucoup moins d'importance au passé inaltérable comme au futur incertain. Chaque montre sur laquelle travaille Monsieur Ballouard est remplie de symboles et chaque détail est réfléchi. Il insiste sur le fait que l'on ne porte pas une montre d'un horloger indépendant de la même manière qu'un modèle provenant d'une grande maison classique. Il tire souvent une grande partie de son inspiration de ce qui se passe autour de lui et de ce qu'il ressent. Par exemple, la toute première Upside Down de 2009 fut proposée avec un cadran gris souris, presque triste, symbolisant le ciel gris de Bretagne. Son mouvement, lui, laissait apparaître des platines en laiton doré avec une finition soleillée, ce qui représentait le soleil derrière les nuages. Il a également évoqué le fait que les chiffres à l'envers faisaient référence à la bourse et aux chiffres en chute lors de la crise économique de 2008. Et je n'ai pas réussi à retrouver l'information, mais il me semble bien que l'on se voit à l'envers dans le reflet du boîtier. Certains détails semblent être faits pour être plus ou moins aisément compréhensibles par les porteurs, mais on peut imaginer que d'autres clins d'œil puissent uniquement être compris et appréhendés par Monsieur Ballouard lui-même et éventuellement quelques-uns de ses proches, notamment sur la montre qu'il a proposée en janvier 2012, la Halftime. La Halftime est une montre qui, pour Monsieur Ballouard, représente l'amour avec des chiffres romains coupés en deux qui n'ont de sens que lorsqu'ils rejoignent la moitié qui leur correspond. On retrouve donc la complication d'heure sautante à laquelle s'ajoute une minute rétrograde. Tous les chiffres des heures sont coupés en deux dans le sens de la longueur et leur moitié se trouve sur deux parties séparées difficiles à discerner. Un disque central et un anneau en périphérie qui tournent en sens opposé. En tournant, les parties reconstituent l'heure qu'il est dans un guichet à 12 heures et tous les autres chiffres restent illisibles car les moitiés superposées ne correspondent pas. On a donc une continuité avec la philosophie de la Upside Down qui s'adresse au temps présent. On retrouve une échelle des minutes rétrogrades dans un arc de cercle à 6 heures qui indique donc les minutes qui passent grâce à une aiguille égrénant les minutes sur l'arc de cercle avant de revenir instantanément à 0 lorsque l'heure se termine. Cette montre ne propose pas d'indicateur des secondes. C'est encore une fois un mouvement ETA PCE 7001 entièrement modifié par l'horloger pour l'adapter à cette nouvelle complication qui entraîne la bête et qui prend le nom de calibre B02. Le mouvement final est constitué de plus de 300 pièces et offre une réserve de marche d'environ 35 heures. On retrouve également le boîtier de 41 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur en platine 950 de la Upside Down, ce qui explique pourquoi la couronne reste entre 2 heures et 3 heures, bien que l'aspect technique ne l'oblige plus ici.
La sensation du changement d'heure au poignet est toujours là sur cette montre à heure sautante et est même légèrement amplifiée par la minute rétrograde. Encore une fois, Monsieur Balloir a décliné cette montre en de nombreuses autres références, jouant avec les matières, les couleurs et les chiffres. On retrouve par exemple des half-time avec des chiffres chinois ou encore des chiffres thaïlandais. La collection Opus fut lancée en 2001 par Maximilian Buzzer, alors PDG de Harry Winston Rare Timepiece, la branche horlogère de la maison Harry Winston. Maximilian Buzzer a depuis créé sa marque de montre Ambient F, on vous en a d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Le concept de la collection Opus est de mettre en avant un horloger indépendant différent à chaque modèle en repoussant les limites de l'horlogerie et en explorant des chemins vierges dans le secteur. L'opus numéro 1 de 2001 s'était fait en collaboration avec François-Paul Journe. Et en 2013, pour l'opus numéro 13, c'est avec Ludovic Balloir que les équipes de Harry Winston ont collaboré. On retrouve la patte de Monsieur Balloir avec le concept de l'heure sautante. Ce sont des indicateurs qui apparaissent en face de l'heure qu'il est en sortant de la partie centrale du cadran, partie en saphir taillé comme un diamant. On découvre un concept similaire pour l'affichage des minutes, avec des marqueurs qui sortent eux aussi de leur cachette et qui changent de plan pour indiquer les minutes qui s'écoulent. Autre spécificité, il n'y a pas de marqueur d'heure à midi. C'est un logo HW pour Harry Winston qui apparaît dans une fenêtre au centre du cadran à midi et à minuit. On change de format avec un boîtier en or blanc de 44,35 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Une montre imposante donc qui apparaît encore plus grosse qu'elle n'est en raison du travail sur les formes et des nombreuses parties en saphir fasté. C'est le calibre HW 4101 qui entraîne cette création, un mouvement à remontage manuel contenant pas moins de 242 rubis. Des caractéristiques impressionnantes pour une montre produite à 130 exemplaires et proposée aux alentours de 300 000 $ pièce lors de leur sortie. Un point important à noter est le fait que Monsieur Balloir travaille seul dans son petit atelier de Genève, ce qui implique que lorsqu'il travaille sur un nouveau modèle, la production des modèles existants s'arrête. Cela explique la rareté des montres qu'il propose ainsi que les temps de livraison après une commande. Cependant, il a tout de même pour but de continuer à créer et de proposer de nouvelles pièces régulièrement. Lors de notre rencontre, il a rapidement évoqué sa prochaine montre sans toutefois nous dévoiler ses secrets. Il a simplement parlé du fait qu'elle pourrait s'appeler Less is More, une phrase souvent utilisée en parlant du mouvement minimaliste. Il s'agirait d'une montre équipée d'une grande complication, très connue par tous les horlogers du monde, mais interprétée différemment dans un esprit humble. Il a évoqué le concept de cacher ce que les autres maisons auraient décidé de mettre en avant. On sent donc encore une fois une forte signification philosophique derrière une montre qui gagne en complexité. Il semble avoir décidé de prouver qu'il n'était pas uniquement capable de proposer des complications originales et qui sortent des sentiers battus comme la half-time ou la upside down, mais qu'il maîtrisait également les grandes complications admirées des passionnés du monde entier tout en y ajoutant sa patte unique. S'agirait-il d'un tourbillon, voire d'un tourbillon volant? Peu probable car on sait déjà qu'il a refusé de s'occuper des tourbillons chez FP Journe lorsque ce dernier le lui avait proposé à ses 35 ans. D'après lui, un mouvement à tourbillon est un mouvement avec peu de composants mais avec beaucoup de réglages. Cependant, lui préfère les mouvements avec de très petits et très nombreux composants. On sait aussi qu'il ne s'agit pas encore d'une montre à grande sonnerie. En effet, encore dans l'interview de Tourbillon Watch, il évoque le fait que la création de sa propre grande sonnerie fasse partie de ses rêves sur le long terme, mais que cela demande beaucoup d'investissement, notamment en raison du nombre de composants considérables nécessaires à la création d'une montre pareille. Ludovic Balloir n'aurait donc pas encore les capacités de se lancer dans un projet d'une telle envergure. Pour l'instant, la prochaine pièce de Ludovic Balloir reste donc un mystère bien gardé, mais faites-nous savoir si ça vous intéresse, on pourrait alors filmer tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et je vous invite à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur lecalibre.com.